Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Premier jour des examens officiels au Liban, le ministre de l'Éducation en tournée dans les différents établissements. Elias Boussaab souligne le bon déroulement des épreuves du brevet. La mosquée Salam de Tripoli rouvre ses portes 10 mois après le double attentat qui a fait des dizaines de morts. Le moufti de la grande ville du Liban Nord salue la foi et le patriotisme des Tripolitains. En Irak, les insurgés de Daesh poursuivent leurs avances fulgurantes. Ils sont désormais à moins d'une centaine de kilomètres de la capitale Bagdad. La communauté internationale condamne, mais n'agit pas. Et à suivre également dans cette édition, une seule règle, être vêtu de blanc. Des milliers de personnes ont investi 6 points de Paris avec tables, chaises et victuailles à l'occasion de la 26e édition du fameux dîner en blanc. C'est le jour J pour les élèves libanais qui passent à partir de ce vendredi leurs examens officiels. Le ministre de l'Éducation, Elias Boussaab, effectue depuis ce matin une tournée auprès des différents établissements. Il a souligné le bon déroulement des examens de manière générale, assurant que les questions du brevet n'ont pas été circulées au préalable sur WhatsApp, comme l'ont affirmé certains médias. Boussaab a précisé que seulement 3 cas de fraude ont été enregistrés pour l'instant. Le ministre de l'Éducation s'est également rendu au centre médical St Jude, où des enfants atteints du cancer passent leurs examens. Il a également fait savoir que des épreuves en braille sont disponibles pour les étudiants malvoyants qui passent leurs examens. Boussaab a par ailleurs indiqué que ces mêmes enseignants qui manifestaient il y a quelques jours pour le financement de la grille des salaires du secteur public sont ceux qui surveillent aujourd'hui les épreuves, appelant à ne pas oublier leurs revendications. La mosquée Salam de Tripoli a été rouverte ce vendredi en présence de nombreuses personnalités, un peu moins d'un an après avoir été la cible d'un attentat. Souvenez-vous, en août 2013, un double attentat aux voitures piégées avait fait des dizaines de morts dans la capitale du Liban Nord. La première explosion avait touché la mosquée à Taqwa, rouverte fin mai, et la seconde, la mosquée Salam. Lors de la cérémonie d'ouverture, en présence de l'ancien Premier ministre Najib Miati et du ministre de la Justice, Achraf Rifi, le moufti de Tripoli, Malek Shahar, a déclaré que les Tripolitains ont répondu aux attentats par leur foi, leur patriotisme et leur attachement à leur pays. Le ministre de l'Intérieur estime que la vacance à la présidence ne doit pas paralyser l'État. Dans des propos à la presse, Nohad El Machnouk a appelé les politiques à confronter les menaces terroristes et à fortifier l'unité nationale. Le Liban est sans président depuis la fin du mandat de Michel Sleiman le 25 mai dernier. Les députés ont échoué à élire son successeur malgré plusieurs séances parlementaires. Aucun des candidats en lice n'a obtenu le nombre de voix nécessaires au premier tour. Les 5 tours suivants ont tourné court, faute de quorum. Une unité de commando de l'armée libanaise a lancé ce vendredi à l'aube une opération dans la région de Hersel, dans l'est du Liban. Objectif, arrêter des miliciens armés accusés d'avoir attaqué des camps de réfugiés syriens à Wadi Hmayed et d'avoir enlevé plusieurs personnes. Et puis une jeune Syrienne victime d'un crime d'honneur dans le Koura. Les forces de sécurité intérieure ont découvert le corps de la jeune fille âgée de 24 ans près d'une école à Dedah. L'enquête a permis l'arrestation de 2 frères de la victime qui ont reconnu avoir étranglé leur sœur pour laver l'honneur de la famille. Les insurgés sunnites poursuivent leur avancée fulgurante en Irak. Au cours de la nuit, les djihadistes de Daesh se sont emparés de Saadiya et Jalaoula, 2 villes de la province de Diyala, abandonnées par l'armée régulière. Ils cherchent maintenant à prendre le chef-lieu de la province de Bakouba. Plus tôt dans la semaine, les miliciens se sont emparés de Mossoul, la 2e ville d'Irak. Bagdad est clairement menacée par les combattants qui se trouvent désormais à moins d'une centaine de kilomètres de la capitale irakienne. Les djihadistes avancent sur 3 axes, depuis la province d'Al-Anbar à l'ouest, de celle de Salah ad-Din au nord et de celle de Diyala à l'est. 1 demi-million de civils ont été contraints de fuir. Et puis au nord, les Kurdes ont profité de la débandade de l'armée irakienne pour prendre le contrôle de la ville pétrolière de Kirkouk. L'offensive des djihadistes en Irak inquiète la communauté internationale, même si pour le moment aucune réaction concrète ne se dessine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier soir une réunion à huis clos. À l'issue des discussions, le représentant russe a indiqué que les 15 membres ont exprimé un soutien unanime au gouvernement et au peuple irakien dans leur lutte contre le terrorisme et ont fermement condamné toutes les actions terroristes, quelles qu'en soient les motivations.
À Washington, on souligne que toutes les options sont possibles, notamment des frappes aériennes menées par des drones. Mais a priori, pas question d'envoyer des troupes au sol. Selon Barack Obama, l'Irak va avoir besoin d'une aide supplémentaire de la part des États-Unis et de toute la communauté internationale. Le président américain a dit n'exclure aucune option. Pour sa part, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a appelé les responsables irakiens à apporter une réponse politique à cette situation. Enfin, l'Iran, par la voix de son président, a promis de lutter contre le terrorisme sans donner davantage de détails. Hassan Rouhani a assuré être prêt à combattre la violence, l'extrémisme et le terrorisme dans la région et même partout dans le monde. Et pendant ce temps, la Turquie, elle, se bat pour faire libérer ses 80 otages détenus par Daesh en Irak. Des militaires, des forces spéciales, des diplomates, mais aussi des enfants ont été capturés dans le consulat turc à Mossoul ces derniers jours, tout comme 31 camionneurs. Leurs ravisseurs sont les insurgés qui avancent sur Bagdad en ce moment. Le ministre turc des Affaires étrangères continue de négocier et assure ne pas avoir d'informations négatives sur la santé des otages. Par ailleurs, l'entreprise Lockheed Martin, géant américain de défense et de sécurité, a annoncé cette nuit l'évacuation de 25 salariés du nord de l'Irak. Dans un instant, on vous dira tout sur les origines des superstitions qui entourent le vendredi 13. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau d'infos de Futur TV. Alors que l'armée ukrainienne poursuit son opération militaire contre les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, Kiev accuse la Russie d'avoir laissé 3 chars et d'autres véhicules militaires franchir la frontière entre les deux pays. Le président ukrainien Petro Poroshenko s'est plaint de cette incursion présumée auprès de son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique. Moscou dit approuver le processus de paix, mais selon les services de renseignement et de surveillance ukrainiens, des colonnes de tanks russes auraient été vues. Le 20e mondial de football s'est ouvert hier soir à Sao Paulo par un spectacle haut en couleurs. Hommage au Brésil et à ses trésors avant le coup d'envoi de Brésil-Croatie. Première des 64 rencontres disputées jusqu'au 13 juillet. Le match a très mal commencé pour la Seleção. Le défenseur brésilien Marcelo a marqué le premier but de la rencontre contre son camp à la 11e minute. Toutefois, la première mi-temps s'est achevée 1-1 après un but de Neymar, la star de l'équipe brésilienne. Il a ensuite marqué un pénalty controversé lors de la deuxième mi-temps avec un 3e but d'Oscar, peu avant le coup de sifflet final. L'ouverture de la compétition a été précédée d'affrontements à Rio de Janeiro, mais aussi à une dizaine de kilomètres du stade de Sao Paulo, où s'est tenu le premier match Brésil-Croatie. Certains Brésiliens n'apprécient pas que 11 milliards de dollars aient été dépensés pour accueillir le mondial. Les studios de la télévision brésilienne installés sur la plage de Copacabana à Rio ont été pris pour cible. Une pierre a endommagé la vitre. Le footballeur français Patrick Vieira participait à l'intérieur à une émission. Dans la journée à Sao Paulo, des affrontements violents ont éclaté entre un petit groupe de radicaux masqués et la police, en marge d'un rassemblement pacifique de quelques centaines de manifestants. D'autres ont opposé manifestants anti-mondial et policiers à Belo Horizonte, dans le centre du pays, où des banques et des commerces ont été endommagés. Et à l'heure où les amoureux du ballon rond retenaient leur souffle chez eux, les dîners en blanc étaient de sortie hier soir à Paris. Des milliers de personnes habillées intégralement de blanc ont investi 6 ponts de la capitale française. Selon les organisateurs, 12 à 13 000 participants étaient présents à l'occasion du 26e dîner en blanc. Chaque année, début juin, des milliers de convives vêtus de blanc investissent un lieu de Paris, tenu secret jusqu'au dernier moment pour un dîner hors du commun. Chacun apporte chaises pliantes, tables, nappes, vaisselle, chandeliers et bien sûr son dîner gourmand pour fêter Paris et l'art de vivre. On y sirote du vin, des coupes de champagne, car bière et alcool fort sont interdits. Le recrutement se fait par le bouche à oreille et la cooptation. Des rallieurs prennent la tête d'un groupe auquel ils transmettent ensuite toutes les instructions nécessaires par téléphone, texto ou mail. En moins de 10 minutes, des milliers de personnes en blanc envahissent un lieu de la capitale pour le transformer pendant 3 heures en un des plus grands pique-niques du monde.
En fait, c'est uniquement par invitation de quelqu'un qui est déjà membre du dîner. Donc il faut juste connaître quelqu'un qui fait partie de l'organisation ou qui organise une table le soir du dîner. Et dans ce cas-là, on peut être invité. On est en groupe, c'est un groupe d'amis en général, et ensuite on est convoqués. On se retrouve tous à un endroit précis, et puis ensuite on vient à l'endroit indiqué. Voilà, tout simplement. Vous l'avez certainement remarqué, aujourd'hui est un vendredi 13, porte-bonheur pour certains, mauvais augure pour d'autres. D'où vient cette superstition? Eh bien, il y a plusieurs interprétations. L'une d'entre elles a des origines bibliques. D'après le Nouveau Testament, lors de la scène, le dernier repas du Christ, ils étaient au nombre de 13, Jésus et ses 12 apôtres. Pour ce qui est de la crainte du vendredi, elle viendrait du fait que le Christ aurait été crucifié un vendredi. Dans la mythologie nordique, Odin, le dieu des guerriers, décida de réunir 11 amis dieux pour un dîner. Vexé de ne pas être de la fête, Loki, le dieu de la guerre et du mal, décide de s'inviter malgré tout. Une bataille éclate alors et Balder, dieu de l'amour et de la lumière, reçoit une flèche empoisonnée en plein cœur. Autre interprétation, les Grecs et les Romains donnent au chiffre 13 une connotation négative. Ces deux mythologies, qui comportent de grandes similitudes, associent tous deux le chiffre 12 à la régularité et la perfection. Ainsi, il y a 12 dieux olympiens, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures du jour et de la nuit, et j'en passe. Le nombre 13 vient donc rompre ce cycle régulier et introduire le désordre. Pour ce qui est du vendredi, c'est ce jour-là que les exécutions avaient lieu dans la Rome antique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Premier jour des examens officiels au Liban, le ministre de l'Éducation en tournée dans les différents établissements. Elias Boussaab souligne le bon déroulement des épreuves du brevet. La mosquée Salam de Tripoli rouvre ses portes 10 mois après le double attentat qui a fait des dizaines de morts. Le moufti de la grande ville du Liban Nord salue la foi et le patriotisme des Tripolitains. En Irak, les insurgés de Daesh poursuivent leur avancée fulgurante. Ils sont désormais à moins d'une centaine de kilomètres de la capitale Bagdad. La communauté internationale condamne, mais n'agit pas. Et puis une seule règle, être vêtu de blanc. Des milliers de personnes ont investi 6 ponts de Paris avec tables, chaises et victuailles à l'occasion de la 26e édition du fameux Dîner en blanc. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end. هناك محاولات لدفع البلاد إلى هاوية التدهور. نهار الخميس كونوا